Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Et donc Israël, pardon. Oh my god. Bonjour, ça va bien? Non mais j'adore parce qu'à chaque fois que je dis dès qu'on passe la porte, ça enregistre. Tout le monde dit une dinguerie. Ouais, tout le monde dit une petite dinguerie. Faut que je me mette en mode avion, ça va faire des interférences et tout sinon. Ouais. Tiens, je vais le poser là-bas. Merwan, je te présente Agathe, Salut Agathe. notre ingénieur du son. Ah voilà, écoute... Bonjour et un petit coup dans le micro, elle a dû le savoir. Pardon, je suis désolé. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, je suis super contente de recevoir Merwan Benlazar. Bah ouais. Merci d'être venu. Bah merci à toi de m'inviter. Hein. Ah, je suis contente. Bah ouais, c'est un de mes premiers podcasts là. Sérieux? Ouais, j'ai pas encore mes automatismes, mais ça va se faire. C'est-à-dire, tu n'as pas fait d'autres podcasts? J'ai fait un truc où, t'as vu, moi on m'appelle souvent pour... moi j'ai l'impression que quand j'écoute des podcasts, Ouais. souvent j'écoute pour... écouter des mecs qui connaissent leur sujet, parler de leur sujet. Ouais. Et je te jure, le premier podcast auquel on m'a invité, Ouais. c'était pour que je parle des tacos. Des tacos? Je te jure, on m'a invité pour que je parle des tacos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était un gars, il faisait un podcast sur tous les types sur le tacos, complètement. Mais quel est Et- le rapport avec toi? Et il m'a dit, toi t'aimes bien, moi je fais tous les types de tacos, tu vois. Le tacos, le traditionnel. Il parle de tacos étoilés avec des chefs étoilés qui font des tacos étoilés. Ouais. Et il me dit, il me faut un mec qui consomme des tacos de la street, quoi, les Donc, fresh tu aimes tacos ça? et tout. T'aimes ça, les fresh Je te tacos? jure, non, mais... T'as dit, je vais Mais te jure, participer au j'y suis allé, et vraiment, non, moi, ça me dégoûte, les tacos, les French Mais tacos, enfin. qu'ils appellent le French tacos, c'est dégoûtant. Il y a des mecs qui font des mélanges merguez, tenders, moi, je peux pas accepter ça. Mais je suis venu et j'ai dit ça sur le podcast, et le mec, il était trop content, il a C'est dit, c'est génial. exactement ça Et qu'on voulait, il a quoi. réussi à te convaincre quand même de te dire, écoute, il y en a qui sont bons, etc. ou non? Ben, il y avait des mecs qui, après j'ai réécouté le podcast, il y a des mecs qui lui parlaient de tacos étoilés, ils faisaient des dingueries avec les tacos et tout. Mais t'as vu le film The Menu? Non. Tu l'as pas vu? Non, À un je moment, l'ai pas justement, vu. le mec, il fait un espèce de plat avec une tortilla Ouais. et du poulet. Et dans le film The Menu, c'est vraiment un espèce de menu étoilé. C'est ça que ça se veut un peu truc. Et ça a l'air trop, trop bon, la vérité. C'est juste du poulet et une tortilla, mais ça a l'air trop bon. C'est ouf, c'est une petite dinguerie. Donc ton premier podcast, c'était au sujet des tacos que tu n'aimes pas. Mais Mais- je vais essayer de retrouver ce podcast. Hein. C'était... Je tiens à l'écouter. Bouffon. En plus, ça s'appelle Bouffon. Non, mais bouffon du verbe bouffer. Tu m'entends bien. Oui. Ok, et alors, Merwan, donc t'es un stand-upper. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu te rappelles la première fois qu'on Toi, s'est tu t'en parlé? rappelles? J'ai l'impression, tu me dis Dis-moi. si t'as le même souvenir Dis-moi, que vas-y. moi, j'ai l'impression que c'était au théâtre Michel Galabru, c'est ça? Ah oui, Au Montmartre, bordel- Galabru. Montmartre. Ah, c'était au bordel? Au Bordel Club. C'est ça. C'était pas là? Si, T'as c'est pas ça. ce Si, souvenir? je pense que c'est ça. Je suis venue faire un plateau. C'est et John puis, qui a dû t'inviter? C'est. John ou Nam? Je crois que c'est John Soulo, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est là où tu présentais peut-être aussi. Ouais. Ben, en fait, moi, je présentais le Bordel Club parce que la première fois que je suis monté sur scène, moi, c'était au Bordel Club. Ok. Mais c'était à l'époque, tu sais, où c'était le plateau de Kian, Kairon, Seb Melia, Farid Chamek, Lenny qui gérait un peu Lenny, le plateau. Il y avait Navo. Naimin aussi. Il y avait Navo, il y avait Boone qui passait Navo, souvent ouais. et tout. Oui. Et moi, ma première fois, comme j'avais pris des cours de théâtre avec Kairon, Oui. j'avais dit j'aimerais bien faire du stand-up. Et du coup, on avait fait quoi? On était, moi et 5-6 autres élèves. Et on avait peut-être 15 ans et tout. Et il a dit, on va tous se réunir, on va tous écrire un sketch pour Merwan. Lui, il n'avait pas participé à l'écriture des blagues, mais il avait fait un peu un ordre cohérent. Et du coup, après, je suis monté sur scène avec Et les donc, blagues d'un alors, peu tout le monde. cet atelier avec Kairon, Ouais. la finalité, c'était quand même de éventuellement pouvoir faire une scène, c'est ça? En fait, Ou- non. Ou pas forcément. Ça Pas s'est fait au forcément. hasard. Ouais, pas fort. En fait, lui, à la base, Kairon, ce qu'il faisait dans le collège quand on l'a rencontré, lui, il était éducateur pour les élèves qui étaient exclus. Nous, on n'était pas exclus, mais on l'avait croisé dans les couloirs. Et on s'était dit, lui, il a fait un truc qu'on l'a déjà vu. Et on avait capté qu'il avait fait le Jamel Comedy Club. Ah,
Et nous, on était vraiment, tu sais, la bande de... on n'était pas les mecs cool du collège, mais on était rigolos, donc tout le monde nous aimait bien, tu vois. Et du coup, Quand tu dis nous, c'est qui? Il y avait moi, il y avait un gars qui s'appelle Mohamed, c'est lui qui a eu l'idée de faire le truc. Ouais. Et il y avait son cousin qui était pas dans le collège, mais qui s'appelle Amine, et maintenant il s'appelle Amine Mathieu, il a une chaîne Twitch, c'est une des chaînes Twitch les plus regardées du monde. Incroyable. Ouais. C'est vraiment... Et tous vous venez du même quartier, enfin c'était à Pierrefitte. On était à Pierrefitte. Et Amine, il était pas de Pierrefitte, il était de Drancy, mais comme il venait souvent chez Mohamed, qui est son cousin et qui est mon voisin, on se connaissait tous. Et du coup, on fait les cours de théâtre. On dit à Kairon, nous, on veut que tu nous donnes des cours de théâtre. Lui, il dit, si vous arrivez à être 5, on en fait un. Ah, il les donnait pas. C'est vous qui avez insufflé. Oui. J'ai compris que c'est que je croyais qu'il avait décidé de donner des. Non, pas du tout. C'est nous. On le. Si, vous c'est nous. On lui dit non, on veut que tu nous fasses des cours de théâtre. C'est formidable. Bah oui, nous aussi, on veut faire des blagues à la télé. Enfin, on était petits. Nous aussi, on veut que ce soit notre métier. Mais il a entendu. Il s'est dit si vous êtes plus de 5, vas-y. Je prends Au début, du temps. c'était non. Hein. Et il a vu qu'on insistait, et en fait, c'était que ça, comme ça que c'est vraiment résume bien la façon dont on a fait, dont Kairon il nous a un peu drivé. C'était vraiment débrouillez-vous tout seul. Après, si vous me prouvez que vous méritez, peut-être on machin, tu vois. Et donc là, on insiste, il nous dit vous allez être 5, ok. On arrive premier cours, et en fait, nous, on avait dit à tout le monde. Tout le monde venait, on va rigoler et tout. On arrive au premier cours, on est 14. Non. Je te jure, 14. Au final, le vrai groupe, il restera, tu vois, 9, 8 personnes, tu vois. Mais on arrive 14, lui, il est choqué. Et il dit, bon, bah vas-y, on fait ça pendant 2-3 semaines et on continue les vacances, ok? Et c'était dans quelle salle? C'était dans un préfabriqué du collège. Donc, et le collège était d'accord? Il y avait même pas de chauffage et tout. Ouais. Le collège, il a dit, il y a des élèves qui veulent le faire. C'est Kairon, du coup, qui allait le voir. Ouais. Ça vous dérange pas si je le fais le mercredi après-midi? Le collège, ils étaient ok. Du coup, nous, on l'a fait, tu vois. Et il nous dit donc, vas-y, on fait ça quelques semaines. Je te jure, on a fait 5 ans. Mais non! 5 ans. 5 ans. Mon frère, on était au lycée. T'avais 16 piges. Enfin, t'avais entre... Oui, t'avais... On était, la dernière année, j'étais au lycée. Et du lycée, on venait au collège parce qu'il y en avait qui étaient en 3e. Donc l'atelier continuait pour eux. Et moi, je venais du lycée, de seconde, et je venais quand même au collège pour faire la dernière année de cours de théâtre avec tout le monde. Et il se passait quoi dans ce cours? C'était plus... C'est plus théâtre ou plus stand-up ou impro théâtral. Impro théâtral. En fait, c'est des exercices d'impro théâtral qu'ils nous faisaient faire, tu vois. Et on faisait on faisait des exercices d'impro théâtral, on se chauffait. Et à la fin, lui, c'est un ancien animateur de centre de loisirs. Ça veut dire il nous faisait faire des loups. Et le jeu du loup-garou. Ouais. Et en vrai, si tu réfléchis bien, le jeu du loup-garou, ça regroupe un peu les mêmes ça fait appel aux mêmes trucs un peu neuronaux, je crois, tu vois, de un peu rester dans ton personnage, un peu mentir, un peu des fois créer des situations, etc. Et donc faire rire les autres aussi. Ouais, des fois faut endormir tout le monde, on les faisait rire. Ouais. Et du coup, on faisait ça, on faisait des loups-garous, et on faisait aussi un truc, parce qu'après, ça allait loin, on venait tous les jours des vacances. On venait du lundi au vendredi pendant les vacances, de 13h à 16h. Mais non. Je te jure, on était déterminés. Mais Kairon, il a donné son temps, hein. Ouais, mais il était payé, t'inquiète. Ouais. Mais c'est cool, c'est cool. On faisait quoi? On jouait au risque. Et lui, pourquoi je te raconte ça? C'est quoi le risque? Le risque, le jeu où t'as une carte du monde et il faut conquérir tout le monde. Attends, moi je connais le loup-garou, mais je pense que pas tout le monde connaît le loup-garou. Le loup-garou de Tiercelieu, ça s'appelle. Tu connais le loup-garou? Tu connais Clémence, non? Le loup-garou de Tiercelieu. Ouais. On explique ou t'expliques? Je t'explique parce que... En gros, c'est un jeu de rôle où tu fais partie d'un village. Et dans ce village, ça se passe en plusieurs... en 2 phases. Il y a le jour et la nuit. Ok, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Le jour, c'est les discussions. À la fin de la journée, il y a un vote pour savoir qui est suspect. Celui qui a le plus de votes contre lui parce qu'il est le plus suspect, on estime qu'il est loup. Donc il meurt. Peut-être il est loup, peut-être il est pas loup. La nuit, les loups se réveillent pendant que tout le monde a les yeux fermés et désignent une personne à tuer. Ok, le but des loups, c'est d'être les derniers vivants. Le but des villageois, c'est de tuer tous les loups avant que tout le monde meure. Et donc t'arrives. Il y a la sorcière aussi. Après il y a des rôles, etc. Il y a la sorcière qui peut ressusciter une personne ou tuer une personne sans que personne sache que c'est la sorcière, etc. Donc t'arrives à un moment où ça devient vraiment. Tu te dis bon, on est 6, il y a 2 loups. C'est notre dernière journée pour pouvoir gagner et ça devient vraiment un jeu de politique. Ouais, et il n'y a plus d'amitié. Oui, il n'y a plus d'amitié. Et ça se vénère et tu vois les vraies personnalités des gens. Les gens calmes et tous les gens tactiques. Le sang qui monte. Oui. Moi, j'ai vu des embrouilles. Ah bah oui. Avec le loup, hein. Des embrouilles, mais vraiment genre des copines partir et s'embrouiller avec une autre copine, genre vas-y ne me parle pas et tout, ça va très loin. Hein. Ouais, mais après ce qui est gaulerie, c'est que le loup-garou c'est devenu un peu un jeu de chicha. Il y a beaucoup de chicha où ça joue au jeu du loup-garou. C'est là où je l'ai connu. Ah ouais, tu connaissais pas quand t'étais jeune? Je connaissais pas. Ah, c'est trop marrant. Je ne connaissais pas. Le loup-garou en chicha, moi j'ai jamais joué, mais ça doit être incroyable. C'est des bars. Oui, parce que déjà nous on avait 15 ans, on se régalait, mais alors le loup-garou en chicha, ça doit être incroyable. Et l'autre jeu dont tu parlais? Le risque, c'est un jeu de plateau où t'as une carte du monde
et chacun a plus ou moins quelques pions au début. Et au fur et à mesure, en fait, il faut que tu conquières de plus en plus de pays pour avoir de plus en plus de pions. Et il faut réussir à avoir à combattre chaque pays. Chacun a une couleur, chacun a une armée. Et c'est un jeu aussi d'alliance, pareil. D'alliance, D'accord, ok. où tu te dis, il y a un moment, par exemple, Kéron n'était plus vieux que nous, donc à chaque fois, il était en avance sur nous. On disait, par exemple, moi et Fabrice, regarde, tous les deux, on vient, tous les deux, on attaque Kéron en même temps. Sinon, il est mort, sinon on a gagné. Et donc, c'est que de la politique il aussi. faisait ça, Kairon? Il faisait ce genre de jeu? Il faisait ça parce qu'il nous disait, en fait, la finalité, moi, il y en a qui montent sur scène, il y en a qui montent pas sur scène. Moi, je veux juste que vous soyez prêts pour la vie. Tu vois, il voulait qu'on soit des petits stratèges un peu dans la vie, parce que lui-même c'est un stratège, Kéron. Ouais, mais il voulait qu'on soit des petits stratèges, il voulait nous faire qu'on ait une petite réflexion un peu comme ça et tout. Et en vrai, je crois que ça a bien marché. Hein. Et toi, juste derrière, en plus, tu fais du stand-up, tu t'y intéresses à l'humour, etc. Mais t'es en parallèle aussi surveillant, pion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est plus après. J'avais déjà commencé. Après. Parce que moi, j'ai 16 ans quand je monte sur scène la première fois. C'est un truc de ouf, c'est tôt. Hein. Ouais, je suis allé le voir et je lui ai dit, toi, t'as dit, il y en a, on n'est pas obligé de faire du stand-up, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, il me dit, lui, il m'a dit, t'es sûr? Parce qu'après, tu pourras pas arrêter. Mais tellement. Il t'a dit ça. Ouais. Comme la drogue. Je te jure, il m'a dit, t'es sûr? Parce qu'après, tu pourras pas arrêter. J'ai dit, ouais, en fait, c'est au-delà de, y a rien d'autre qui m'intéressait, c'est le seul truc qui m'intéressait. Tu comprends? Moi, quand j'étais petit, il y a eu l'arrivée de la Freebox, tout ça, là. Donc, on découvre qu'il y a plus de 6 chaînes qui existent, en fait. Ouais. Et moi, je découvre Game One. Et je vois des mecs, ils jouent à la PlayStation. Une émission s'appelle Level 1. Ils jouent à la PlayStation. Et ils disent, le jeu, il est bien, le jeu, il est pas bien. Ils sont payés. Et moi, en même temps, je vois mes parents, ils travaillent toute la journée. Mon père, il était plombier sur chantier. Ma mère, elle travaillait dans les crèches, elle était lingère. Je me suis dit, mais attends, pendant que mes parents, ils triment, il y a des gens qui gagnent encore mieux leur vie en jouant à la PlayStation. Et bien moi, mon objectif, ce sera de pas trimer, de faire un truc où je m'amuse et je gagne bien ma vie. Okay. Et c'est à partir de... Je suis jeune, hein. Ça, c'est avant que je rencontre Kéron. J'ai 11 ans, peut-être 12 ans. Hein. Déjà, mais à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est impossible que je rentre dans... En plus, justement, grâce à mes parents qui travaillaient tous les deux et tout, j'avais la possibilité, justement, d'avoir plein de portes qui s'ouvrent à moi. Je me suis dit, j'ai un matelas au cas où. Il faut tenter quelque chose. Mais je me rappelle que j'ai ce truc-là très jeune. Et c'est pas au moment où tu as envie de faire du stand-up, est-ce que tu en vois du stand-up? Même pas. Si. T'as vu Kairon, mais est-ce que tu en vois? En fait, pendant les cours, ils nous montraient en même temps des trucs de stand-up. Ils nous montraient Jerry Seinfeld qui était gratuit sur YouTube à l'époque en plusieurs parties. Il y avait I'm Telling You for the Last Time. Ouais. Il était en sous-titré français, gratuit sur YouTube. Il y avait 7 parties de 7 minutes. Ça, il y avait ça. Ils nous avaient montré Chris Rock. Ouais. Et moi, presque tous les lundis, j'allais au Bordel Club, je regardais. Ça veut dire, je voyais comment il travaillait, à chaque fois, il changeait plus ou moins les trucs. À l'époque, moi, celui que je trouvais le plus fort, c'était même je crois aujourd'hui, hein, de tous, celui que je trouve toujours le plus fort, c'est Seb. Seb Melia. Ouais, pour moi, c'est le plus fort. Et à ce moment-là, quand je les regarde, et même aujourd'hui, de tous, c'est celui que je préfère. Sûr. Et à ce moment-là, tu te dis, je vais faire la même chose. Ouais. Ouais, je me dis... Tu dis, je fonce, j'y vais. Tu dis pas, c'est chaud, j'ai peur, je sais pas, on verra, est-ce que c'est un vrai métier, est-ce qu'il y en a un... En fait, non, parce que au-delà tu sais, il y a des gens, ils les ont juste vus à la télé, par exemple, au Jamel Comedy Club. Moi, j'ai 15 ans, mais j'y vais et je les vois. Et je les vois des fois bider, je les vois des fois réussir, je les vois travailler. Oui. Et donc, c'est des gens réels. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, à partir... Pas l'habitude. Oui, ça devient pas une habitude, mais ils sont accessibles. C'est, palpable. Tu peux toucher le truc. C'est ça. Ces gens existent, c'est accessible. Et est-ce que tu imagines à ce moment-là le travail qu'il y a derrière? Non. La misère qui t'attend? Non. Et en plus, là où ça a été difficile de comprendre, c'est que moi, quand je suis monté sur scène, que j'avais 16 ans, la première fois, j'ai cartonné. Non. Si. La première fois. Après, Kéron, il dit, ouais, c'est sa première fois, machin, bien sûr. Mais la première fois que je monte, je cartonne. Parce que vous l'aviez bien travaillé, vous l'aviez écrit à plusieurs, c'était un peu paperboard. On avait un paperboard avec l'ordre des trucs et tout. C'est extraordinaire. Il y avait un mec, Gaël, qui donnait des blagues, il y avait Amine qui donnait une blague, Mohamed qui donnait une blague. Mais je cartonne avec des blagues qui ne méritent pas de cartonner. Mais j'ai 16 ans. Donc tu l'expliques comment? C'est de la bienveillance? Non. Les gens, déjà, ils étaient... En fait, non, c'était pas de la bienveillance, parce que... Pourquoi tu dis mais j'ai 16 ans? Du groupe, on est 4. Après à monter sur scène et à faire du stand-up. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils te voient arriver, ils se disent, il a 16 ans, c'est trop marrant, déjà. Et après, tu fais des vannes, et ils se disent, c'est pas bien de ouf, mais ils disent, en plus, c'est correct. Donc, ils sont dans l'euphorie du truc, ils rigolent, quoi qu'il arrive, tu vois. Et on s'est retrouvés
un mois après, on jouait dans des salles à Pantin, 300 personnes, on comprenait pas, nous. Truc de ouf. Bah oui, payé en plus. Et les autres, ils continuent ou pas, tes camarades Il y en d'avant? a un, il a arrêté. Ouais. Il y en a un autre, il a arrêté, mais il est très bien. Son frère, il est footballeur en Ligue 1 et tout, donc c'est super. J'aurais arrêté aussi. Ok. Et Amine, il fait plus de stand-up, mais Amine, c'est celui qui est superstar de Twitch, quoi, actuellement. D'accord, il fait autre chose. Mais ça rejoint un peu. Oui, c'est vraiment. Il fait le show, il fait. Oui, ouais. Et à quel moment tu te sens légitime, en fait? Là, à quel moment tu te dis, c'est bon, je suis un stand-upper? Ben, en fait, je crois que c'est récent. Hein. En fait, c'est récent, c'est pas au moment du Bordel Club? Non. Ben non, parce que, on va dire, tu te rappelles, à l'époque, j'étais surveillant en même temps. Ouais. Donc, je me disais, si t'as besoin de faire un autre métier en même temps, c'est que tu fais pas encore ce métier. Et après, tu vois, récemment, quand j'ai eu, tu vois, quand on a travaillé là, pour le coup, à la rentrée, là, on a travaillé les passages de Montreux et tout. Là, tu t'es senti. C'est pas Montreux et tout qui m'a validé le truc, mais en fait, c'est de voir Jason, Farid, c'est des mecs, tu vois, que j'admire quand même. C'est des mecs que, moi, quand j'étais petit, quand je commençais le stand-up et que j'en vivais pas du tout, je les voyais et je me disais, ouais, il faut que j'arrive à faire ça. Et en fait, quand eux, ils ont validé ce que moi j'ai fait. Et ils t'invitent à Montreux, là, tu te dis, je suis légitime. Mais pourtant, au Sarfati, tu joues avec eux. Ouais. Tout le temps. Oui. Depuis des années. Mais regarde, même quand je suis arrivé au Sarfati, au début, j'avais pas le droit de faire des passages. Au début, j'avais le droit que d'être MC. J'avais le droit que de présenter. Ah, tu par vois étapes, bien sûr. Tu vois, c'est arrivé par étapes et tout. Et au moment où j'ai fait des passages, et au moment où, même moi, des fois, je me disais, purée, j'ai bien marché. Même là, ça me suffisait pas. Et c'est vraiment c'est la confirmation des pairs qui a fait que Et ton travail, je t'ai vu tout le temps, au Goku, partout, tous les jours, tout le temps, plusieurs fois par soir. Je vois bien, au moment du Bordel Club, et là maintenant, quand je te vois au Goku, ça n'a rien à voir. C'est normal, parce que t'as bossé et t'as le fruit de ton travail. Hein. Bah ouais, mais je me rends pas compte, parce que moi, j'ai pas l'impression de bosser. D'accord. Et tu vois comment ça? Ben moi, je sais pas, moi, je joue, et en fait, juste, j'essaye. Moi, quand les gens, ils rigolent fort, et plusieurs fois très proches, quand j'arrive à avoir de l'hilarité, c'est là que je m'amuse, tu comprends? Donc moi, j'essaie juste de m'amuser, le maximum, et donc je me dis, là, j'ai pas eu d'hilarité, peut-être il faut que je change ça pour avoir ça, et je me rends même pas compte que je travaille, à aucun moment. C'est là, Paul, il a fait, quand on a préparé le passage de Montreux, Paul de Chavannes, je le déteste, il a dit un truc de Améran, il se rend compte qu'en fait, il faut travailler. Pourquoi comme il y avait une échéance et une date importante pour nous, les stand-uppers Montreux, donc t'as eu en fait, on va en revenir petit stress ou un petit... On va en revenir à Kairon, mais il nous disait, il pensait que lui, la bonne stratégie, c'était il nous disait, on était petits, hein, il nous disait, moi je pense que ça sert à rien de mettre des passages de vous maintenant sur scène, parce que vous êtes petit, vous êtes jeune et vous n'êtes pas prêt. Il nous disait, le mieux, c'est que le jour où les gens ils vous voient le mieux, c'est que les gens ils vous voient pour la première fois et ils se disent, wesh, mais c'est qui lui? Plutôt qu'ils vous voient et disent, c'était marrant. Et en fait, et du coup là, je me suis dit, moi j'avais déjà fait le Jamel Comedy Club. Mais ça n'avait pas été beaucoup vu et je pense vraiment que j'étais pas prêt à l'époque. Et donc je me suis dit, en vrai, le nombre de gens qui ont vu cette vidéo, il est dérisoire du Jamel Comedy Club. Ce serait bien que ça soit mon premier truc, ma première vidéo vraiment vue. C'est le cas. Oui, pour le coup. On le prend un peu comme ça. Nous, tes collègues, on connaît ce passage. On le connaît parce qu'on l'a beaucoup vu. Mais c'est vrai que là, le monde maintenant le découvre et il est parfait, parce que tu l'as tellement bien lissé, tout ça, enfin travaillé, c'est de la broderie, quoi. C'est Paul de Chavannes, il m'a aidé de fou. Je lui envoyais les audios limite quotidiennement, et lui c'est un mot d'ordre. C'est là on peut couper, là il faut couper, là on peut enlever des trucs. En fait, on est arrivé au moment où on écrivait plus sur les 2 dernières semaines, on écrivait plus de blagues. Juste on se disait où est-ce qu'on peut enlever des trucs pour que ce soit ramassé, efficace. Et ça aussi, j'ai eu un vrai déclic. Genre, il y a eu une semaine où je fais 3 premières parties de Farid en tournée. Tu vois, c'était à Madrid et Barcelone. Et après, j'enchaîne de Barcelone. De Madrid, je vais à Toulouse pour faire Jason 2 jours de suite. Et en fait, à ce moment-là, je vois comment eux, ils bossent. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, c'est de la broderie, c'est de l'orfèvrerie. Chaque mécanisme, chaque truc. Pourquoi ça ralentit? Et à ce moment-là, j'ai vraiment un déclic de OK, c'est comme ça qu'il faut bosser en fait, c'est comme ça qu'ils bossent. Et donc j'essaie de faire la même chose sur le passage de Montreux.
Et tu te rends compte que c'est un bon système et que ça marche. Oui. Parce qu'on avait fait une date ensemble, je ne sais plus pour quelle mairie. On était dans la voiture ensemble, je ne sais pas si tu te rappelles, avec Nam. Ouais. Et déjà, en fait, tu te rends pas compte, mais tu bosses beaucoup. Parce que déjà, dans la voiture, je me rappelle parce que j'étais devant et tu étais derrière et tu disais « Ah, il me manque un c'est-comme ». Oui. C'est comme, il me manque un c'est comme là, il me manque un c'est comme. Je dis, mais c'est quoi, c'est comme, mais tu sais, Amel, c'est comme, et j'ai compris que c'est le fameux c'est comme, mais. T'es pas obligé de le formuler c'est comme sur scène, sinon ça se voit trop, mais tu veux, oui. Mais tu vois, t'es en sortant de là, tu bossais dans la voiture encore. Le c'est comme, tu peux expliquer ce que c'est un c'est comme? C'est quand on écrit. Bah oui, tu fais blague. Tu t'écris une blague et des fois tu cherches. Il y a plusieurs façons d'amener la blague. Des fois c'est un c'est comme et des fois il y a d'autres formes de blagues. Mais le c'est comme c'est connu et c'est facile. Ouais. Par exemple dans le sketch des Vikings, le truc de les Vikings avec Waze, ils auraient tout niqué. C'est un c'est comme. Voilà, c'est comme les Vikings avec Waze. C'est un c'est comme. Ouais. Et en fait c'est un outil de comparaison le c'est comme. Absolument. Et ça marche, les outils de comparaison, ça marche super bien dans l'humour. Et comment tu écris, toi? T'écris comment? Est-ce que t'écris avec un stylo? T'écris comment tu te poses? Je réécris avec un stylo. Mais la première fois, là par exemple, j'ai un nouveau truc. Ouais. Juste j'ai pensé, parce que ça s'est passé devant moi. J'ai vraiment eu un truc mais ça m'arrive tout le temps dans la vie en fait, et ça arrive à personne d'autre, c'est sûr. Et ça t'a fait rire? Ouais, ça m'a fait rire intérieurement. Dans ta tête, tu vois, et tu dis ah. Et du coup, le lendemain, au Sarfati, je l'ai juste raconté. Et comme t'es dans l'urgence d'avoir un rire sur scène, le cerveau, il débloque des trucs qui font que tu trouves des blagues. Et du coup, donc, ça fait rire parce qu'il y avait un peu l'euphorie de la nouveauté et tu viens de trouver la vanne tout de suite, donc les gens, ils le voient, donc ils rigolent facilement. Donc, demain, il faut le refaire. Mais il y aura plus l'euphorie de la nouveauté et tout. Mais cette fois, on va couper tous les mots qu'on a mis en trop. Et ça va être tellement rapide, tellement incisif que si ça a marché une fois, ça marchera une deuxième fois. Et là, du coup, tu prends le stylo. Tu le poses. Là, tu poses, tu réfléchis, ok, on va dire cette phrase. Et après, tu le refais et ça marche. Et t'écris tout seul ou avec des potes ou des stand-uppers? J'écris tout seul et je réécris avec Paul souvent. D'accord. Donc, Paul, c'est ton binôme. Ouais, ça s'est fait. Enfin, ouais, c'est ton. Ouais, sans s'en rendre compte et tout, mais. Je sais pas si c'est mon binôme, mais c'est celui qui m'aide le plus, ouais. Et ça s'est fait un peu naturellement comme ça, ou tu lui as dit Paul, est-ce qu'on pourrait écrire ensemble? Non, ouais, je lui ai dit aide-moi sur ça. Et il t'a aidé? Ouais, il m'a aidé. Après, je lui ai dit je pourrais te redemander. Il m'a dit ouais, je m'en fous. J'adore. Et après je lui ai dit mais il faut que je te donne. Je lui ai dit ouais, il faut que je te mette du coup tu sais dans les droits d'auteur et tout. Et il m'a dit un truc genre casse-toi, je veux pas de ton pognon. Mais j'adore ce mec. Paul, il est génial. Non, il est génial. Bah oui, et il est gratuit, foncez. Il est génial. Vraiment, mais tu vois, je le connais pas plus que ça, mais ça ressemble à son état d'esprit, ça lui ressemble bien de dire ça. Mais le truc c'est une belle personne, ouais. Mais tu vois, c'est pas pour rien qu'il aide aussi Jason et Farid. Hein. Ouais. Il est trop fort pour ça, pour regarder. En boxe, ça s'appelle un peu. En boxe, on dit, c'est le troisième œil. En quoi? En boxe. On appelle ça le troisième œil. Okay. Tu vois, il y a des boxeurs qui arrivent à voir leurs erreurs. Okay. Et qui arrivent à voir le match comme s'ils étaient en train de regarder le ring. Okay. Pendant qu'ils sont sur le ring. Ça s'appelle le troisième œil. En gros, il y a des boxeurs, souvent, ils ont besoin d'un troisième œil, d'une personne qui leur dit, là, le problème, c'est que t'as fait ça, et c'est pour ça qu'il t'a eu. Et Paul, il est trop fort pour être le troisième œil. Waouh. C'est canon, ça. Mm-hmm. Et ton spectacle, comment tu l'as construit? Tu l'as écrit d'une traite ou c'était des petits bouts comme ça? Non, au début, après, moi, j'ai commencé à jouer avant le Covid. J'ai pas eu de chance. C'est sûr que il y a beaucoup de temps où je l'ai pas joué. Mais au début, ouais, c'était. Tu faisais des 30-30? Je faisais des 30-30 et après, ça a été beaucoup de. 30-30, ça veut dire on fait 30 minutes, ouais. Et après, je me suis dit. Il y a beaucoup de sketchs qui vont ensemble, qui iraient à la suite les uns des autres. Donc, j'ai commencé comme ça. Au début, c'était une suite de sketchs. Et au final, c'est devenu un ensemble cohérent avec un ensemble coréen. En vrai, les Coréens, ils s'abillent archi bien. Je sais pas si t'as vu. Je te jure, j'ai acheté ça sur un site coréen. C'est crazy, bref. Mais en gros, non, mais c'est devenu un peu un ensemble cohérent avec des histoires qui s'emboîtent bien les unes dans les autres. Et même, j'ai essayé de faire, tu sais, d'avoir une grande histoire avec plusieurs histoires à l'intérieur et tout. Mais je suis revenu en arrière parce que c'est trop chiant. En vrai, si tu veux changer un seul truc, il faut que tu changes tous les trucs. Ouais. Donc ça, j'ai annulé. C'est dès le départ
qu'il faut ton fil conducteur, je crois. C'est ça. Hein. C'est ça. J'ai l'impression. Et du coup, là, j'ai changé. Mais là, en vrai, c'est pour ça que j'ai changé d'affiche et tout. Parce que du spectacle, des anciens sketchs, je crois qu'il en reste qu'un. Et là, ouais, en fait, je me suis rendu compte que, sur l'année dernière, j'avais 30 minutes de nouvelles blagues, tu vois. Donc, il y a 30 minutes qui ont changé. Il reste 10 minutes de l'ancien. Et en vrai, donc, j'ai vraiment tout réécrit. Tu changes et puis finalement, tu grandis avec ton spectacle. Ouais. Toi-même, tu changes, ton spectacle change, ta vision change. Au début, c'était une succession de sketchs. Maintenant, tu as besoin d'avoir plus que ça. C'est ça, mais et aussi, je t'ai dit, comme je t'ai dit, la semaine que j'ai passée là, faire les premières parties de Farid et Jason, ça a eu un déclic de fou où je me suis dit, moi aussi, il faut que moi aussi, dans mon spectacle, tiens, ça bloque un peu comme eux, ils bloquent à certains endroits parce qu'ils étaient en train de travailler. Jason, c'était fini. Je sais pas si on peut le dire ou quoi, mais c'était juste avant le moment où il captait. Oui, donc c'était fini. Ouais. C'était fini. Ça y est, c'était prêt. Justement, et j'avais ce produit fini devant moi et en même temps, Farid qui bossait le sien. Ouais. Et Farid, il y avait un moment où ça bloquait. Lui, il était pas content. Et en fait, moi aussi, j'avais un peu ce même truc. Et même, ça m'a rassuré de voir que Farid, ça bloquait à un endroit comme moi. Oui. Et tu sais, genre, inconsciemment, je me suis dit, c'est normal, en fait, qu'on galère sur des fois à des moments, si même lui, il galère. Ouais. Et du coup, je l'ai vu bosser. Et je me suis dit, OK, donc lui, il a bossé comme ça. Il faut que je réfléchisse moi aussi à débloquer peut-être d'une façon similaire ou que je trouve un autre moyen, quoi. Et t'as réussi à débloquer? Oui. Ouais. Là, vraiment, c'est un des seuls moments depuis le début où je me dis, je suis content de ce que je présente. Où tu vois, les gens, quand ils viennent me voir, je dis, viens. Et quand tu as préparé ton passage à Montreux, est-ce que ça a été une grosse pression pour toi ou ça allait? Ou tu t'étais prêt? Un mois avant, en fait, je voyais les gens, ils allaient bosser. Vraiment bosser le passage. Et moi, j'étais en Espagne. En vacances. Mais pour quelle raison? Moi, je suis marié à une prof, ça veut dire les vacances, c'est les vacances scolaires. Les vacances, c'est pendant les vacances scolaires, tu vois. Et j'ai eu un truc de genre les 2 derniers jours de vacances. T'as péfli un peu, non? En mode, je suis devant une piscine alors qu'il faut que je bosse là. Donc j'ai pas trop profité des 2 derniers jours, tu vois. Enfin, j'étais là, en vrai, c'est cool les piscines et tout, mais je n'ai pas profité à 100%, j'ai profité peut-être à 90%. Là, tu commençais à gamberger, à te dire oula. Et en plus, je partais sur un autre truc. Moi, je voulais faire mes trucs sur le mariage. Et les Vikings, tout le truc de Waves et des Vikings, je l'avais pas fait depuis 1 an. Ah bon? Ouais, ça faisait 1 an que j'avais pas joué. D'accord. Et Farid, il me dit, mais non, mais t'es bête, faut faire ça. Celui que tu maîtrises totalement et puis c'est pertinent. Oui. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, allez voir la vidéo. Ça va être énorme. Voilà. Vous allez voir, énorme leçon de stand-up. Mais non, mais en vrai, c'était... je sais pas, ça faisait longtemps et pour moi, c'était des anciennes blagues, tu vois. Ouais, donc t'avais pas envie de ça? Ouais. Et alors que c'est un truc que ça me dérangeait pas de rejouer dans le sens où des fois, tu sais, c'est des anciennes blagues et tu dis, je suis plus cette personne. Moi, ça m'intéresse plus de dire ça. Mais j'avais pas du tout ça pour ce sketch-là. C'était juste que tu... Ouais, c'est un ancien matos que je me voyais pas ressortir. Mais qui était pas assez vu, du moins, en tout cas, ouais. Jamais. Et du coup, Farid m'a dit, refais-le là, à 3 semaines du truc et tu vas voir. Et du coup, je le fais je le fais à 3 semaines du truc. Il fallait faire 7 là-bas. 7 minutes, ouais. Et moi, je crois qu'il faisait 13. Donc il fallait le couper. C'est là où tu ramasses. Voilà, et c'est là où il faut couper. Et du coup, je dis à Paul, aide-moi à couper des trucs. Et là, frère, j'ai des messages, je te montre à 8h du matin, il m'envoie, t'es en train de couper là? Tu fais quoi? Tu coupes? Et ouais, on a coupé, mais même 2 jours avant, hein, il me dit, ça fait combien? Je lui dis, ça fait 8h30. Il me dit, c'est pas 7. C'est pas 7. Ouais, au final, il a fait 9, mais bon, c'est pas grave. Oui. Mais et au moment où tu coupes et tout, et que tu le rejoues en comédie club, tu sens que c'est plus efficace, tu redécouvres un peu le passage, finalement. Ouais, mais en fait, au-delà du fait, c'est un ancien passage, mais j'ai jamais eu ce niveau-là. Je sais pas comment te dire. Tu le sens. Oui, j'ai jamais eu ce niveau-là. Même quand t'es dans les comédie clubs. Dans les comédie clubs, mais avant Montreux, on fait le Dôme de Farid, là. Oui. J'ai pété les plombs. Genre vraiment, en plus je passe en première partie, je passe trop bien placé, je suis 3e des premières parties. Et donc il y a 2 personnes qui sont passées avant moi. Donc je passe comme un passage devant 4500 personnes. Et à ce moment-là, je le sens, je dis OK. Il est ça, bon. Ça c'est terminé ça. Ouais. Ça c'est un bon boulot. Ouais, et après à Montreux, oui, tu sens, tu vois. Au moment où tu arrives, parce que quand c'est capté, tu dis, oh là là, j'espère que je vais pas me louper. Non, je te jure, non. C'est une des rares fois, justement, où en fait, c'est tellement travaillé, c'est tellement à la minute près. Et en plus... T'avais fait le Dôme avant et tout, t'arrives en confiance. Oui, et en plus, tu connais Montreux? Ouais. On est sur 14 humoristes, on est 3 à marcher ce soir-là.
C'est dur. Il y en a deux il y a Farid avant moi qui passe, donc il marche. Mais avant, sur tous les gens qui sont passés avant, je crois qu'il n'y a que Wari qui a marché. Ouais. Et Wari était premier. Et moi, j'étais genre 9e. Donc, il y a eu 7 passages qui n'ont pas marché. Il était premier. Wari était premier, il cartonne. Quand je dis il cartonne en premier à Montreux. Il cartonne en premier. Il cartonne. Il est trop fort, ce gars-là. Il est trop fort. Et surtout, il arrive, il leur fait des trucs sur les Suisses. Et donc il les régale. Et oui. Ouais. Et donc, derrière, ça enchaîne. Je sais pas si on pourra le mettre, on demandera à Jason. Mais derrière, ça enchaîne. C'est dur pour tout le monde. Ouais, c'est un classique. Montreux, c'est vraiment. Là, c'est dur pour tout le monde. Et là, Farid, moi, je passe après Farid. Et j'arrive vraiment détendu. Je sais que ça va marcher. Alors que tout le monde n'a pas marché avant moi. Ça te stresse pas dans le couloir? Non, parce qu'on a tellement bossé, en fait, que j'arrive et je maîtrise. Ouais. Et je sais qu'à la première vanne, je les ai. Ça a moins fonctionné, alors que les autres, leur passage est bossé aussi. Mais tu m'as déjà vu un peu insulter des gens sur scène et tout. Enfin, pas insulter, mais bousculer le public. Bousculer, bien sûr. Donc moi, j'arrive. Ce que j'ai fait, il y a un mec, il était vraiment fermé et tout. Donc il y a un mec que j'insulte parce qu'il a les bras croisés depuis le début. Donc là, j'ai un rire. Après, derrière, je fais le truc Bienvenue à la conférence sur l'islam. Oui. Là, j'ai les rires. Et derrière, je savais que j'allais dérouler. Ouais. Moi, ma seule erreur, je pense, ça a été à des moments où je m'arrête genre une demi-seconde de trop parce que j'attends de voir s'ils applaudissent. C'était mes seules erreurs. Machallah. C'est sûr. Dis donc, ça, c'est des problèmes de riches. Waouh, la classe. C'est sûr. Et donc, moi, je pense aussi, dis-moi si je me trompe, que finalement, tous les moments où on t'a dit « Oh, bah, attends, sois MC, viens, sois MC, ça te sert finalement. » Ouais. Et même maintenant, ça commence à me saouler d'être MC des fois de temps en temps. Ouais. Mais je me force. Ça t'a vraiment servi. En vrai, Bah oui, parce que au Sarfati, quand ils me faisaient faire MC 4 fois par semaine, déjà, de 1, t'es frustré parce que t'as envie toi aussi d'être dans leur luxe, de juste faire un passage, et partir, 15 minutes et 13 minutes et partir. Et surtout, c'est trop dur d'arriver. Les gens, en fait, des fois, tu fais une chauffe qui se passe pas bien. Ouais. Tu repasses après le premier, ça se passe pas bien. Ah, t'as pas envie de revenir, mais il faut revenir. Il faut revenir 3 ou 4 fois sur scène. Et à chaque fois, ça se passe pas de ouf. Et tu te bagarres et tu te fight. Faut les faire rire en 3 minutes, 4 minutes. C'est ça, t'as des passages, comme tu passes entre tout le monde, t'as des passages de 3-4 minutes. C'est pas facile. Bon, ça, c'est sûrement moi. C'est extraordinaire, il y a une alarme. L'appel à la prière. J'adore. Mais c'est génial. Enfin, je pense à ça parce que il y a la religion qu'autour de toi, je le sais et tout. Est-ce que ça permet d'être peace? Tu vois ce que je veux dire, d'être de pas se laisser bouffer par le stress ou par le métier et d'être concentré. Est-ce que ça t'aide? Ben moi, tu sais, moi j'ai un pote, il est imam, il a la trentaine, tu vois. Ouais. Mais il a été très tôt, c'est un peu, tu sais, imam précoce. Il a commencé à étudier à genre 17 ou 18 ans. Donc, d'accord, les études pour devenir imam. Ouais. Après, il a étudié à l'université de Médine et tout, donc il est vraiment calé et tout, et il est très jeune. Et c'est marrant parce que tu sais, à chaque fois souvent quand les gens ils viennent le voir, il lui parle, tu sais, un peu de comment ils sont anxieux et tout. À chaque fois, il leur dit, on va tous mourir. Hein. Et je te jure, ça résume trop bien. On va tous mourir. Donc quoi que tu fasses, si tu veux monter faire le Montreux, machin, arrête de stresser. De toute façon, on va mourir, on s'en fout. On s'en fout. Donc donne le meilleur de toi. Bah oui, fais. Même si t'as pas donné le meilleur de toi, de toute façon, on va tous mourir. Non, la bouteille. Mais il y a de ça. Et il y a, je sais pas si t'as vu l'interview de Dave Chappelle avec comment il s'appelle, David Letterman. Non, je l'ai pas vu. Il parle de sa foi, justement. D'accord. Et en vrai, Dave Chappelle, il a trop bien résumé le truc. Parce que il lui dit qu'en gros, que lui, il est très croyant et que dans sa croyance, il croit au destin. Ça veut dire que... Dave Chappelle, il est musulman, n'est-ce pas? Ouais. Et il dit que dans sa croyance, il parle au destin, il croit au destin et il croit aussi au libre arbitre. Ok? C'est deux choses qui coexistent. Et en vrai, il a raison. Il dit juste, on part d'un point A et on va arriver à un point B, c'est sûr et certain. Après, la question... c'est juste comment tu vas arriver au point B. Est-ce que arriver au point B, tu vas pouvoir te regarder dans un miroir? Est-ce que arriver au point B, tu vas pouvoir être fier de ce que tu as fait, etc. Et en fait, moi, je me dis juste, fais ce qu'il faut pour être fier de ce que tu as fait à la fin. Mais de toute façon, la fin, elle est déjà écrite. Donc... Oui, donc no stress, sois gentil, sois juste, sois... Ouais, même travaille bien, tu vois. Travaille bien. C'est très effectivement Jason Brockers vibes. Ouais, Islamic vibes. Hein. J'ai dit quoi? J'ai dit pourquoi t'as pas appelé ton gars là Fraternité Islamique? Il m'a dit mon truc c'était pas chaud.
Ah non, c'est tellement ça. Et est-ce qu'avant de monter sur scène, tu as des rituels? Est-ce que tu fais une petite doha? Une doha, c'est une prière? Ou est-ce que tu as un truc dans les mains? Est-ce que tu as des rituels? Moi, j'aime bien me rappeler que... en fait, ouais. Dans le sens où, à chaque fois, avant de monter sur scène et tout, j'aime bien me rappeler que eux, c'est... que tout le public, qu'il soit 4000, qu'il soit... eux, c'est juste des gens comme moi, en fait. Tu vois? Et que dans la foi, vu que dans ta foi, t'es 100% tourné vers ton créateur, tu vois, et que nous, lui, il est le seul à être unique, tu vois. C'est le seul à qui, au final, il faut essayer de plaire, etc. Oui. Et donc, je me dis... Tu désacralises finalement le truc, c'est juste des gens. C'est des gens. Ouais, c'est des gens, ils sont contents, ils sont là, ils sont cool, ils sont venus rigoler, donc c'est des gens normaux. Et si t'arrives à essayer d'en faire rire comme si... tous ces gens, c'était un seul genre et tout va bien, tu vois. Donc, c'est ce que tu te dis. Ouais. S'il y a une petite peur ou un petit truc. Ah oui, de quoi t'as peur, c'est des gens. Et puis, de toute façon, comme un grand sage l'a dit, on va tous mourir. Et est-ce que tu as déjà pris des bides? Oui, tu as pris des bides, on est d'accord, oui. Mais des bides monstrueux. Ah ouais, je me rappelle un en plus. Il y avait... une fois, c'était... au Paname, j'avais pris un bide à l'époque, purée. J'avais un truc, je sais pas si t'as déjà vu mon truc sur la randonnée en montagne et tout là. Oui. En fait, c'est une longue histoire, tu vois. Ouais. Et je l'avais fait, à aucun moment ils sont rentrés dans l'histoire. Jamais. Mais vraiment tout seul. Tout seul, et le dernier que je me rappelle, hein, mais vraiment tout seul, quoi. Mais en plus, 5 minutes, et je me rappelle, il y avait cet enfoiré d'Abdelkrim Bichkou qui était sorti des loges et qui juste me regardait avec un extincteur en mode on arrive, on va t'aider quoi. En mode parce que t'as pris feu sur scène, donc on va mettre... Oh là là. Ouais. C'est fou parce que les stand-uppers, dès qu'il y a un bide, nous c'est un régal pour nous parce qu'on rigole et c'est pas on se moque pas, tu vois, mais on sait que c'est tellement douloureux qu'effectivement on va arriver avec un extincteur histoire de dédramatiser et gaulerie d'autres choses. Ouais, voilà. Mais il y a un peu un truc de tu sais, il y a pas, tu sais, dans les fraternités, dans les facs et tout, il y a un truc que, tu sais, quand ils arrivent, ils se font, comment ça s'appelle? Bisuter? Ouais, bisuter. Ouais. Je crois que notre bisutage, c'est ça. C'est ça, en fait. Nous, on est bisuté par le public pendant des années et des années avant d'être marrant. Et quand t'étais pion, tu sais, parce que je me rappelle de ça, quand t'étais pion, tu gardais les élèves dans les classes et tu leur t'écrivais sur le tableau si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait, tu vois. Ouais. Mais moi, ça, j'ai découvert un psychopathe avec ça, moi. C'est pas vrai. Je te jure. Mais tu vois, tu leur faisais pas faire rien, en fait. Ah non, jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as un truc quand même du travail. T'as quelque chose... Et surtout, du travail... sans qu'il y ait trop de carcan, entre guillemets, tu vois. Il y en a juste, tu leur disais, si vous aviez un super pouvoir, vous feriez quoi? Et tu sais, c'est des enfants, ils réfléchissent pas comme nous. Il y en a un, ils se dessinaient. Et par exemple, il dessinait un bonhomme, comme ça. Ouais. Et il disait, moi, si j'avais un super pouvoir, déjà, là, il te montre, il te fait un trait. Alors, mes yeux, ils verraient à travers les murs. Après, il te fait un trait. Mes mains, elles seraient super, tu vois, solides. Et moi, ça m'allait. Tu vois, tant que tu fais pas rien, tant que tu fais travailler ton cerveau, que tu fais ce que tu veux. Mais après, il y en a un qui m'avait écrit un truc un peu fou. Ouais. Ah ouais? Ouais, il y en a un, il m'avait dit, moi, si j'avais un super pouvoir, ce serait de brûler les choses avec mon regard. Et il a écrit tous les gens qui y brûleraient. Je te jure. Ouais. Il y avait des gens de sa famille dans les gens ou pas? Non, mais après, ça devient glauque si je continue. Mais il a vraiment dit des trucs chaud, genre. Oui, donc là, on est dans la psychologie et dans des... ça, j'avais pris, j'ai dit, d'accord, écoute, c'est super, d'accord. J'ai dit ça, il faut en parler à personne. Ou justement, en parler à un psy. Ah, la vache. Et toi, ce serait quoi si jamais tu avais eu un super pouvoir? En plus, je te jure, j'y pensais. Ouais. Là, récemment. Mais je crois que ce qui me manque, c'est s'envoler. Ouais? Je te jure. C'est-à-dire? Je sais pas, je me sens enchaîné un peu, on est un peu enchaîné au sol, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression, c'est très plat, notre vie, c'est toujours en 2 dimensions. Ouais. Et il y a une 3e dimension, mais elle est inaccessible pour nous, on peut pas voler. Non, on peut pas voler. Donc, et ça me frustre. Ouais. Je te jure, ça me frustre de voler. Ça, t'aurais bien kiffé voler, quoi. Ouais, je te jure, voler, c'est ce qu'il y a. Après, c'est parce que peut-être je suis souvent à Paris en voiture. Peut-être c'est ça. Je suis dans les bouchons, je me dis, purée, si je pouvais voler. Mais je te jure, il y a même, quand je suis dans des balcons ou des trucs comme ça, je vois et je me dis, c'est tellement triste qu'on puisse pas voler. Mais j'y pense tous les 2-3 jours. Ah ouais? Tous les 2-3 jours, j'ai ce truc de, mais je te jure, je me dis, j'espère on est voué à voler un moment dans notre vie, hein.
Je sais pas, il faut que quelqu'un invente un truc, quoi. Faut que quelqu'un invente un truc. Mais ouais, moi, vite. c'est ce qui me. En plus, des fois, t'as déjà vu sur Instagram et TikTok, ils mettent des vidéos de soldats américains qui ont des trucs pour voler, justement, et tout. T'as jamais vu ça? Oh là là, ils vont tellement vite en volant, mes frères, je suis tellement jaloux. Et c'est fou, il y a des mecs aussi. Il y a un film sur un mec, je crois, qui plane, genre, avec les oiseaux et tout. Je sais pas. Il vole, il a une espèce de machine, il vole. Il vole, mais c'est un truc qui plane, quoi. Et c'est réel, c'est un documentaire sur un mec. Et en fait, il prend son envol, et c'est une sorte d'ornithologue, il a plein d'oiseaux, et il vole avec tous ces oiseaux. Mais tu sais, ça ferait une belle entrée pour ton prochain dôme. T'arrives en volant. Non, juste, mettez-moi des trucs pour m'attacher aux épaules et je descends comme les bras écartés. Exactement, entrée et sortie. Bah oui, bien sûr. Merci à tous, passez une bonne soirée et juste je m'en avec une pluie d'étoiles. Je sais pas, on va trouver un truc, des paillettes. C'est très beau. Et est-ce que tu peux me raconter une dinguerie que t'as vécue sur scène? Ah, moi, j'ai des dingueries. En plus, moi, des fois, je parle aux gens et tout. Il m'arrive, là, il y a pas longtemps, au Fridge, j'ai fait une gaffe encore. Une meuf, j'ai dit, tiens, moi, je rigole avec les gens, je dis, ils sont un peu racistes, les Bretons. Et elle dit, oh, non, mon mari était breton. Je dis, bah, il est quoi, maintenant arabe? Elle me dit, non, il est mort. Frère, que des dingueries comme ça. L'autre fois, un mec, t'as vu, au point virgule, les gens, ils sont sur le côté. Elle a Ah, mais j'ai réussi à... Oui, elle l'a dit en rigolant. Et il y avait sa fille à côté qui se cachait la tête en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et non, une fois, au point virgule. T'as vu, les gens, ils sont à droite de toi au point virgule. Il y a un peu de gradin à droite. Le petit point virgule, le petit point. Et il y a un mec, je fais les blagues et il me regarde pas, en fait. Il regarde le plafond, il regarde la régie, tout ça, il me regarde pas. Et donc, il rigole, hein, mais il me regarde pas. Et je dis, à un moment, gros guignol, je suis là. Et il sait même pas que je parle à lui. Le mec à côté, il dit, ouais, il est malvoyant. Donc, et genre, il le dit en chuchotant, il est malvoyant. Mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Et comment tu te sors de ça? Je te jure, tu sais ce que j'ai fait? Énorme rire. Merci à tous. Passez une belle soirée avec Panayotis Pasco. À bientôt. On sort là-dessus. Très bien, très bien. Et quoi? Il y a eu avant, j'avais tenté de jouer dans des chichas aussi. Ouais. Non, chicha, il y avait un mec au premier. J'avais réussi à les faire rire. Un mec au premier rang, il rigole pas trop, tu vois. Et je le vanne un peu, mais il veut toujours pas rigoler. Et il y a une meuf qui mange des bonbons, mais tu sais, bonbons de boulangerie dans un sachet, mélange de bonbons, quoi. Ouais. Et ça fait du bruit. Ouais, je dis, frère, tu vois, ça saoule, donne-les-moi. Elle me dit, tu les veux? Tiens, elle ferme le sachet, elle me le jette. Elle me le jette, mais elle ravise mal. Et le mec au premier rang, c'était deux gros gars énormes, tu vois. Il se prend le... Genre, mais frère, ça tape la chicha. La chicha, elle tombe. L'eau, elle se renverse. Wow. Et du charbon qui tombe sur leur jean et tout. Qui brûle. Oh là là. En plus, ça fait des trous, ça, je crois. Ouais, oui. Frère, pareil, merci. Passez une bonne soirée. À bientôt. Hein. Oh my God. Et une dinguerie heureuse, un moment de grâce que t'as pu vivre sur scène. Dôme. Bah oui, le dôme, c'était incroyable. Ce fameux dôme. Bah ouais, c'était incroyable. En fait, c'est un truc de... Une fois ou tu l'as fait plusieurs fois? Une fois. Ah, les places étaient chères. Et qu'est-ce que t'as ressenti? En fait, t'es dans l'urgence, dans le sens où il y a 4500 personnes, donc ça bouge. Même si tout le monde est installé, ça bouge. Il y a des gens qui vont aux toilettes, il y a des gens qui changent de place, ça bouge autour de toi. Oui, ça bouge, parce que tu fais l'ouverture, c'est là où il y a même les gens... Qui viennent un peu en retard, ça bouge. Donc, faut rester concentré. Faut faire les blagues, faire comme si personne bougeait. Et en plus, moi, j'avais des trucs, j'avais fait le truc des Vikings, donc il y a des moments où je parlais avec des gens, je me demandais si ça allait marcher. Dans une aussi grande salle, ça a marché. Et en fait, tu les fais rire et tu te rends compte que t'as été bon que à la fin. Parce que comme t'es dans l'urgence, tu savoures pas les rires et les machins et tout. C'est que à la fin, quand ils t'applaudissent et quand tu vois la réaction des autres, que tu dis, ah là, j'ai vraiment été bon, tu vois. Et est-ce que tu parles vite? T'as parlé vite? J'ai parlé normalement. Ouais, normalement. Normalement. Mais en fait, j'ai capté que même si des fois je parle vite, il faut juste que je pose le micro et que moi je bouge pas trop. Et les gens, ils restent dedans. Même si tu parles vite, les gens, ils restent plus ou moins dedans, tu vois. Donc ça, c'est un moment de grâce. Ah ouais, vraiment. Et pourtant, j'ai vu des super moments te concernant au Goku Comedy Club. Ouais. Parce qu'il y a des moments, c'est la folie là-bas. Ouais. Bah oui, c'est une scène, je trouve, qui marche. On marche bien au Goku. Je sais pas, c'est quoi? C'est la vibe, Il y a tellement de gens enfermés dans un si petit espace. Tout le monde est proche de toi. Les gens, ils ont à boire du poulet frit, des burgers. Tout va bien dans leur vie. Mais oui, tout va bien. C'est dingue. C'est ça, bah oui, c'est ça. Et surtout, l'endroit, quand on est arrivé à la base, on s'est dit, mais comment faire un comedy club ici? Parce qu'à la base, c'est un resto.
qui l'a transformé en comedy club. Et oui, ça fonctionne trop bien comme comedy club. C'est hyper agréable. Est-ce qu'il y a des endroits où tu préfères tester ? Par exemple, moi, j'adore tester au Goku, par exemple, Goku, parce que je suis vraiment en confiance là-bas, je suis à l'aise et tout. Ouais, il y a ça. Et en vrai, je crois, faut tester. En fait, là, t'as vu, comme il y a eu plusieurs comedy clubs qui sont ouverts, c'est bien de... Moi, je vais partout. Dans le sens où... Tu vas pas tester dans un seul... Si tu testes une fois, mais ton lieu un peu doudou, c'est quoi ? En fait, regarde, tu vois, au Sarfati, on rigolait aux idées de base et aux blagues un peu, tu vois. En fait, ils connaissent un peu le stand-up, ok ? Au Fridge, ils vont moins connaître le stand-up, par exemple. Ça va être... Ils vont être là pour rigoler, mais voilà, ils cherchent autre chose, tu vois. Une énergie. Donc, arriver à faire rire avec une idée au Sarfati, un truc un peu technique de stand-upper, et après ça, le prendre et réussir à le faire passer au Fridge, c'est que c'est bon, tout le monde va y rigoler. Tu vois ? Donc en fait, c'est ça, le schéma que je fais, c'est ça. Mais après, oui, le plus à l'aise, ou là où je suis plus à l'aise pour tester, t'as raison, c'est Goku et Sarfati. C'est les 2 endroits les mieux pour tester, je crois. D'accord. Et tu fais toujours beaucoup de plateaux ? Ouais, 3-4 dans la journée. 3-4 dans la journée ? Ouais. Ok, est-ce que t'as un jour de repos ? Le stand-upper à 2 ? Lundi, mardi. Wow. Là, on est sur mon dimanche, là. Ouais. Ok. Et tu as aussi une programmation au point, de ton spectacle. Au point. Au point Comment virgule. on t'a programmé au point ? Comment on programme un spectacle ? Antoinette, comment t'as fait ? Antoinette, comment qui t'as gère fait, Antoinette, pour la voir ? Antoinette qui gère le point virgule. Elle me connaissait pas, mais je faisais les premières parties de Panayotis. Ça veut dire, je dis à Panayotis, il faut qu'elle vienne un jour où moi je suis là, parce qu'elle jouait au point virgule à l'époque, il rodait là-bas, que je vienne un jour où moi je suis là, et du coup elle m'avait vu là-bas, et j'avais fait le Jamel Comedy Club pile à ce moment-là, c'est juste avant le confinement que ça sortait le passage, et donc je me suis dit, d'une pierre deux coups, moi si j'avais accepté le Jamel Comedy Club aussi, c'était parce que je voulais une programmation dans un théâtre, et plus ou moins essayer d'un peu ramener des gens. Donc j'avais regroupé ces 2 trucs-là. Panda qui avait dit à Antoinette, y a Merwan qui fait une première partie, t'aimes bien ? Oui, il aimerait bien jouer son spectacle. Oui, donne-lui mon numéro. Et t'as été programmé ? Ouais. C'est génial. Moi, c'est que ça. Ouais. Moi, c'est canon. On laisse rien au hasard. Ouais. Mais c'est bien, c'est intelligent. C'est quoi ça ? C'est le risque et c'est le loup-garou avec Aaron. C'est maintenant que tu le sens. Tu te rends compte, ça part de là et si t'avais un conseil à donner à un jeune qui veut faire du stand-up, c'est quoi ? En vrai, je crois, il faut faire. Moi, à chaque fois, même des fois, je reçois des messages et tout, je leur dis fais. Ah, il y a des neugeux qui t'envoient des messages. Mais même des plus vieux que moi qui m'envoient. Ah ouais, qui disent j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que tu il y a un mec une fois, il m'a dit parce qu'il était plus vieux que moi, il me disait 30 ans, est-ce que tu penses que c'est trop tard ? Je lui dis mais 30 ans va. Hier, je regarde des spectacles de Neil Brennan, il a commencé stand-up à 30 ans. Et j'ai regardé son spectacle sur Netflix. Et c'est bien en plus. Et oui, parce que 30 ans, t'as des choses à raconter quand même, tu vois. 30 ans, moi j'ai commencé à 16 ans, je leur faisais des blagues sur les heures de retenue, frère. Toi, 30 ans, vas-y. Oui, tout le monde va te comprendre, au contraire. Il y en a plein qui sont... Je crois que... Putain, j'ai pas envie de dire de dinguerie. Je crois que Ghislain Blic... Je sais pas si tu vois c'est qui Ghislain ? Oui, avec... Oui, je vois. Ouais, Ghislain, il est trop marrant et c'est pas le plus jeune. Oui. Ghislain, il est trop marrant et c'est pas le plus jeune. Ghislain, il a un truc incroyable. Moi, une fois, je vois, il fait des blagues et tout. Et un jour, frère, il sort un harmonica. Et moi, qu'est-ce qui m'avait fait rire, frère ? Moi, il fait rire. Il est décalé, ce gars-là. Il fait une vanne. Ouais. Et après, il fait une autre vanne. Et des fois, tu sais, la vanne, elle tape pas, mais il y a le silence. Et derrière, il fait... Du coup, tu colleries quoi qu'il arrive. Oh là là, ça, là, il m'avait fait tellement rire. Il est très, très bon. Ouais. Lui, je le voyais beaucoup au Barbès Comedy Club. Il allait beaucoup là-bas. Ouais. Et tu penses quoi des plus âgés, pas, je vais pas dire des vieux, mais des plus âgés qui font toujours du stand-up ? Est-ce que tu trouves ça ringard ? Non. Après, ringard pour qui ? Parce qu'en fait, il faut du stand-up. En fait, je me dis, il faut du stand-up pour tout le monde. Tu vois ? Regarde, si Gad, là, tu vois, qui est allé à New York et qui est revenu, etc., il fait des blagues que nous, on va pas comprendre, mais que les mecs, pour le coup, c'est pas le cas. Pour le coup, on comprend ce qu'il fait. Mais s'il s'était mis à faire des blagues que nous, on comprend pas, mais que les mecs de sa génération et de son âge, ils comprennent, oui, par exemple, il fait du bon stand-up. Parce qu'il fait du stand-up pour, s'il y a des... Le groupe de WhatsApp des parents d'élèves. Voilà. Toi, t'es pas parent d'élèves. Non, mais jamais de ma vie, je comprends ça. Tu comprends mais déjà, pas ça, mais... là où il est fort, c'est qu'il arrive à m'avoir avec, alors que c'est pas quand du même, tout... tu gauleries.
oui. Okay. Oui, ça j'avais vu en vrai, ça m'avait fait rire. Ouais. Et oui, on comprend. Mais en plus, pour le coup, c'est vraiment un truc de parents. C'est du stand-up pour parents, quoi. Ouais. Et les parents, ils vont se régaler. Mais il a raison de faire du stand-up pour parents parce que les parents, ils peuvent pas venir tout seuls. Il faut qu'ils viennent aussi avec leurs enfants. Sinon, ils doivent payer une babysitter. Donc, ils emmènent leurs enfants et ça fait plus de places vendues. Énorme businessman. Et c'est quoi ton but dans tout ça? Où est-ce que tu as un plan? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu veux être comédien? Est-ce que tu veux être riche? Est-ce que tu veux être célèbre? Est-ce que tu veux faire du stand-up jusqu'à la fin de tes jours? Qu'est-ce que tu te dis? Tout ça. Tout ça. Et si dans tout ça, les 6 trucs que t'as dit, il y en a 2, tant mieux. Inch'Allah, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Bah ouais. Toi aussi, hein. Est-ce que tu aimes les surprises? Ouais. Ouais, t'aimes bien quand on te fait du surprise? Bah bien sûr. Ah ouais? Ouais. On te fait souvent des petites surprises ou des cadeaux ou... Ça arrive de temps en temps. Ça arrive, ok. Ah, attends. Je l'ouvre, hein? Ah oui, tu l'ouvres. Il y a un emballage et tout, je suis trop content. Écoutez, comme ça vous rappelez un peu, comme si vous aussi vous aviez une surprise. Alors... Ce serait incroyable, soit moi en uniforme nazi qui fait un salut nazi, tout sur la... Et c'était une fin de carrière, fin de game pour Merwan. Oh, attends. Je sais pas si tu vois bien. Là, je vois Dave Chappelle à droite. Ouais. C'est qui au milieu? C'est Kendrick Lamar. Ok. Donc c'est une photo de Dave Chappelle qui sort de scène. Il est dans ses loges, dans les loges. Il est en débardeur, tranquille, et il échange avec Kendrick Lamar. Il a une capuche, c'est pour ça que j'ai pas reconnu Kendrick Lamar. Okay. Et il est dans les loges et il sort de son stand-up. Okay. Et je sais que t'aimes beaucoup Dave Chappelle. Ouais. Et je trouve que cette photo, on la voit pas beaucoup. Et je pense qu'elle irait bien dans ton bureau. Si t'as un bureau. De ouf, merci. De ouf. Elle est vraiment stylée. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, donc les stand-uppers américains? Ouais. Est-ce que quand ils viennent à Paris, tu vas chercher ta place, tu la prends ou pas? En vrai, je suis pas assez anglophone. Je suis pas assez anglophone. Je pense que je pourrais comprendre des trucs, mais il y a des trucs que je comprends pas et je me dis autant laisser ma place à quelqu'un qui va vraiment kiffer à 100% et qui va tout comprendre. Et attendre le spécial sur Netflix et voir les sous-titres et bien comprendre tout. Ouais. Et c'est un truc que... Est-ce que tu es déjà allé aux États-Unis? Non, jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ouais, j'aimerais bien voir comment ils font, eux. En fait, j'ai envie de voir des comedy clubs aux États-Unis. J'aimerais voir comment ça se passe et tout. Parce que j'ai l'impression qu'on idéalise un petit peu ici. Et j'ai envie de voir vraiment de quoi il en retourne là-bas. Mais en vrai, oui, moi, les Américains... il a commencé à Kéron en nous montrant du stand-up américain. Donc au final... moi, il y en a trop qui me régalent là, sur Netflix, là, les Américains que je découvre. Tu t'en regardes beaucoup du stand-up? Ouais, je regarde tout ce qui sort sur Netflix presque. Tout. Et les recos qu'on me fait. C'est des trucs qui te motivent? Ouais, par exemple, tu vois, moi là, j'avais un truc sur le spectacle où il y avait peut-être 30 secondes où c'était un peu intime, où il y avait pas trop de rire, tu vois. Et je me disais, mais est-ce que c'est pas trop long et tout? Et puis hier, par exemple, j'ai regardé Neil Brennan. Et Neil Brennan, il fait ça pendant 2 minutes. Et je me dis, en fait, je peux continuer à le faire, quoi. Oui, dans le cadre d'un spectacle. Oui. Ouais. Et ça m'a rassuré, tu vois, sur ça, sur des idées que j'ai. Et même, j'ai eu des déclics comme ça. Pour que tu vois, on parlait tout à l'heure de la période où j'étais un peu, où j'avais fait la semaine avec Farid et Jason. Je crois qu'une semaine avant, tu vois, c'était une semaine un peu où je me remettais en question un peu sur le spectacle et tout. Je crois qu'une semaine avant, je re-regarde. Parce que je voulais le montrer à ma femme, je regarde Bo Burnham. Elle est prof d'anglais, donc elle comprend l'anglais. Je regarde Bo Burnham, le spectacle s'appelle Make Happy, tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf. Waouh. C'est de la folie, ce spectacle. Et je l'avais vu il y a genre 3 ans. Ouais. Il y a 4 ans. Ouais. Et là, je le revois. Et en fait, le spectacle, c'est la première fois de ma vie. Tu le vois autrement? Il me bouleverse. Ah ouais? Ouais, genre à la fin, tu sais, je suis assis. Et je reste assis sur mon canapé, ma femme est partie. Et en fait, moi, je reste assis et je suis devant la télé. Et je te dis, je bouge pas. Genre, tu l'as déjà vu? Ouais, je bouge pas, genre 5 minutes. C'est extraordinaire. Et je me dis, là, j'ai compris tout ce qu'il voulait me dire, tout ce qu'il y avait en lui et tout. Genre, vraiment, j'ai tous ces sentiments et tout, je les ai en moi. Parce que c'est un gars ultra triste et déprimé, tu vois. Et il a réussi, et cette fois-ci, tu vois, tout est... Et en fait, je sais pas, et à ce moment-là, je me dis, t'as tout saisi? Est-ce que t'étais peut-être un peu trop jeune il y a quelques années? C'est possible. La lecture était pas pareille. C'est possible. Mais j'ai surtout le truc de ça, c'est un bon spectacle, putain. Et je me dis vraiment, et j'ai mon spectacle de l'époque, et je me dis ça, c'est un bon spectacle. Moi, mon truc, après, je suis dur avec moi-même, comme on est tous durs avec nous-mêmes en tant que stand-up, je me dis, moi, c'est de la merde.
Et du coup, je me dis, là, il faut bosser, là. Donc, tu vois, j'ai tout ce déclic-là. J'ai le truc avec la semaine que je passe avec Jason et Farid. J'ai le Montreux qui arrive. Il faut bosser un passage. Donc, j'ai tout ça en tête. Et après, le Montreux, il se passe. Et on me confirme que c'était bien. Et du coup, je me dis, maintenant, ce que j'ai fait pour 9 minutes, il faut que je le fasse pour 1 heure de spectacle. Ouais. Donc, c'est... tu te construis, construis tout doucement, tu captes les choses, C'est que ça, en fait. C'est que ça. Depuis le début, c'était un enchaînement de déclics. Ouais, de déclics. Et d'avoir les déclics sur les outils que tu peux comprendre. Et Mais ça devient presque une dépendance. Tu vois, tu dis, là, j'ai rien compris, là. Là, j'ai pas de déclic, ça fait peut-être 1 an. Oui, c'est bien, ce passage, il est mieux. Mais je suis pas passé au niveau supérieur. Il me faut un truc, il faut un déclic, il faut un machin. Et en fait, je crois qu'il faut regarder des spectacles, il faut regarder des mecs plus forts que toi pour avoir des déclics tout le temps. Et tu sais, on se dit souvent avec les collègues et tout que le rire comble une faille, généralement, chez quelqu'un. Moi, je pense savoir c'est quoi. Et toi, tu penses savoir, tu combles quelque chose? Moi, je me rends compte là, je pense que je suis quelqu'un de très dépendant affectivement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je crois que c'est ça, moi. Je crois que c'est ça. J'ai pas... Je sais pas, moi, tu vois, j'ai une famille, on est une famille, c'est pudique, il n'y a pas de déclaration d'amour dans ma famille. Chez moi, j'ai jamais entendu je t'aime, frère, chez moi, dans ma famille. Et donc, je me dis peut-être c'est ça aussi, tu vois, qui a fait que on va chercher un peu, pas de l'affection, mais de la validation chez un public, on va essayer de faire rire le public, etc. Et je me rends compte parce que je me suis libéré de ça. Mais un jour où j'étais content un peu de mon spectacle et tout, et c'était une des dernières, je crois, jouer au Grand Point. Et j'avais dit à genre mon frère et mes parents et mon père, je leur avais dit venez voir. Et mon père il avait dit un truc genre oh non, moi je vais pas là-bas. Et mon frère il m'avait dit un truc genre c'est où? J'ai dit Montparnasse. Il dit ça va être une galère pour se garer. Et les deux ils m'ont jamais vu sur scène. Bah oui. Et tu sais en fait pour eux c'est normal, pour eux ils se rendent pas compte, tu vois que toi t'es en mode je suis un peintre, voici mon tableau. Tu vois, et eux ils disent je vais pas regarder ton tableau. Et ils se rendent pas compte. Ça t'a fait quelque chose? Ouais, ça m'a fait quelque chose, mais en fait comme ça m'a fait quelque chose, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu pour eux que je faisais ça. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça pour eux? Tu fais ça parce que t'aimes bien? Et donc, ça m'a libéré. Ouais, tu te dis, écoute. Oui, tant pis. Et dans nos familles, qui sont un peu similaires, où il y a beaucoup de pudeur, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Non, ben non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour que les gens comprennent. Oui. Mais c'est différent. Oui. C'est amené différemment, en fait. Nordine, il a un truc trop marrant. Nordine Ganso, il dit, moi, j'ai compris comment les parents africains, ils disent qu'ils t'aiment. Il te demande juste si t'as faim. Si t'as faim. mais c'est très important. Moi, mon père... Est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as mangé? Mon père, par exemple, mon père, il était orphelin, un peu jeune et tout, machin. Donc, il n'est pas été dans le cadre familial et tout, c'est quelque chose qui lui parle pas, tu vois. Enfin, pas quelque chose qui lui parle pas, mais il nous a déjà dit, par exemple, moi, tu vois, moi, j'ai jamais eu de père. Donc, tu vois, en gros, j'apprends à être père avec vous. J'apprends c'est quoi un père avec vous, tu vois. Donc, il y a eu un moment où, en fait, tous les matins, par exemple, quand je me levais, il y avait, frère, des petites verrines de fruits, coupées en morceaux, épluchées et tout. Ça, tu captes que, en fait, ça veut dire tous les matins, je t'aime mon fils. Mais tu vois, même lui, quand il le fait, je me prends la tête. C'est ma manière de dire. Voilà, même lui, il s'en rend pas compte. Quand il le fait, il dit pas ça veut dire je t'aime. Mais tu vois, mais toi, dans ta lecture, tu le comprends. Mais évidemment, qui coupe comme ça dès le matin en petit, il faut aimer. Mais oui, mais après, tu connais, mon père, il est vieux. Pour lui, 7h, c'est l'après-midi. J'avoue, plus tu prends de l'âge, plus tu lèves tôt. Et avec le buzz autour de cette vidéo de Montreux, est-ce que tes parents en ont entendu parler? Est-ce qu'ils l'ont vu? Moi, ma mère, elle était au bled, elle l'a regardé au bled. Elle l'a regardé? Elle l'a regardé au bled, ma mère. Et il y a eu des trucs en mode des débats, en mode c'est qui la tante dont tu parles là? Ah oui, et donc, ils ont cherché qui était la tante. Je les ai laissés dans le flou. Tout le monde est un peu coupable comme ça. Voilà. Et le daron, il a vu ou pas? Ouais, le daron, il a vu. Mais mon père, tu sais, c'est un daron WhatsApp, tu vois. Donc ça veut dire il y a des gens qui lui envoient. Ok. Ouais, et il y a même. Il est sur WhatsApp. Ouais, mon daron, il a WhatsApp à fond. C'est canon. Ouais, il reçoit des. Et donc il y a des gens, il lui envoie, mais ils savent même pas, c'est mon père, quoi. Il disait, il a même nom de famille, toi. Mais il a vu. Ouais, il a vu, je pense. Mais vous en parlez pas? Si, en fait, c'est récent que mon père, il m'a dit un truc, genre... Moi, déjà, quand j'ai commencé, mon père, il savait pas que je faisais ce travail jusqu'à que j'arrête de travailler au collège. Donc, ça fait peut-être 4 ans qu'il sait que je fais ce métier. Hein. D'accord, donc c'est récent. Ouais.
Mais nos parents savent tout, hein. Oui. En vrai de vrai. Non, mais ils savent tout, mais en tout cas, t'as déclaré le truc. Bah lui, en fait, il a su quand j'avais fait, tu sais, j'avais présenté un plateau pour Gad. Et Gad, mon nom c'était Merwan B. Justement, j'étais en incognito. Et Gad, sur l'affiche, il avait mis Merwan Ben Lazar MC. Wow. Et du coup, mon daron, il a su comme ça. Ah, il a su comme ça. Ouais. Et t'as eu un peu... Est-ce que t'avais une appréhension de dire, oh là là, il va voir qu'il va trouver ça pas sérieux bah, ou au c'est début, relou. Oui, mais après, quand c'était sérieux, non. À ce moment-là, il y a pire façon d'apprendre que ton fils il fait des blagues que il présente le plateau de Gad. Quoi. Tu vois, il a vu ça, il s'est dit ok, donc ça doit être plutôt sérieux. Ouais. Et surtout, à l'époque, j'avais fait 2-3 trucs, je crois, qui étaient payés quand j'habitais encore chez mes parents, et j'avais reçu des fiches de paye. Donc pour eux, c'était déjà. Ça veut dire, tu sais, ils entendent fiches de paye, ça les rassure, quoi. Ouais. C'est un peu à l'ancienne. Et tu penses qu'ils auraient voulu que tu fasses autre chose ? Oui. Un truc classique. Bah, est-ce qu'ils auraient préféré que je fasse autre chose ? Je pense pas. Mais est-ce que eux, dans leur volonté, c'était que je fasse autre chose ? Oui, c'est sûr. Tu vois, ils s'imaginaient autre chose, je pense. Mais oui, mais il y a pas longtemps, mon père, je sais pas, il a trouvé une photo où j'étais petit et je faisais le guignol. Il a dit, ouais, en fait, c'était un clown depuis le début, on n'avait pas vu. C'est trop mignon. Bah oui, tu vois. Ouais, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Nos familles, elles sont... Oh là là. Il faut lire entre les lignes et tout. Il faut avoir le code. Hein. Mais je trouve ça hyper touchant. Moi, j'adore. Et une dinguerie du futur, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un dôme. Un dôme ? J'adore. Mais oui, parce que comme tu as vécu ce dôme comme une dinguerie, un dôme à toi. Bah oui. À toi tout seul. Ce serait dingue. Hein. Et qu'on fasse ce qu'on a dit. Faut que j'arrive par le ciel, quoi. Faut faire... Entrée et sortie. Entrée et sortie par le ciel, quoi. Ah, Inch'Allah, mais tu vas y arriver. On va voir. Comment ça, on va voir ? Tu le fais ? Bah, ok. Et tu nous envoies une invite, on vient au premier rang. En plus. Oui. Bah, je m'en occupe. J'essaie de faire ça pour les gens qui écoutent le podcast. Ok, Inch'Allah. J'espère vraiment que tu feras le dôme, j'en suis sûre. Merci. Et merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Merci pour ce beau cadeau. Merci Merwan. Je vais toujours travailler en regardant Dave Chappelle et Kendrick Lamar et me dire, moi, je serai riche, multimillionnaire. Oui, et puis c'est surtout que les deux, tu sais, que ce soit Dave Chappelle pour le stand-up et Kendrick Lamar pour le rap, ils vont au-delà, tu vois, dans leur façon de penser. Ils sont un peu en mission, ils essayent de mettre beaucoup de fond dans leurs blagues et dans leur rap. Alors que la forme aurait pu se suffire. C'est ça qui est fou. Absolument. C'est qu'ils sont déjà ultra marrants. Ouais. Et Kendrick, c'est déjà un super bon rappeur. Ouais. Et juste il dirait de la merde, je l'écouterais quand même. Mais lui, c'est fou. C'est une démarche artistique qui nous dépasse, je pense. Écoute, je nous souhaite d'aller dans ce sens. Ah ouais, Inch'Allah. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Merwan Ben Lazar. Bisous. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.